Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, nous allons aujourd'hui aborder un sujet grave, brûlant oserais-je dire, l'épineux problème de l'autocombustion, aussi appelée combustion spontanée. En effet, une légende urbaine raconte que le cousin par alliance d'un pote aurait vu un type tellement saoul qu'il se serait embrasé en allumant sa clope. Au final, il ne restait plus qu'un petit tas de cendres. Je suis certain que même vous en avez entendu parler de ce fameux pauvre gars. Ce phénomène rare abordé par Charles Dickens dans Bleak House en 1853 et par Émile Zola dans Le Docteur Pascal en 1893 alimente depuis plusieurs siècles les histoires au coin du feu. Pourtant, n'importe quelle personne sérieuse vous dira « Bah, c'est impossible, le corps humain est composé aux trois quarts d'eau ». En effet, la quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%, ce qui correspond à environ 45 litres d'eau pour une personne de 70 kilos. D'ailleurs, la dernière fois que mon médecin m'a dit que j'avais une surcharge pondérale, légère, et je l'ai mouché en lui rétorquant que j'avais juste un problème d'inondation corporelle liée à une mauvaise évacuation des eaux. Vu son air dubitatif, je ne sais pas si je l'ai convaincu. Toujours est-il que la question demeure. Est-ce une connerie ou pas? D'autant plus qu'une étude récente menée par l'université d'Helsinki démontre que la majorité des cas de combustion spontanée ont eu lieu en France. C'est pas rassurant pour nous cette affaire. On évoque même un cas étrange où une bonne femme a été victime d'autocombustion, mais qu'un de ses pieds a miraculeusement échappé aux flammes de l'enfer. Je me suis donc plongé avec une indéniable délectation dans des trucs et des machins médicaux pour en savoir plus. La revue Le Concours médical existe depuis 1879. Comme vous vous en doutez, elle a été créée pour aider les médecins dans l'exercice de leur profession, mais aussi les soignants. Aujourd'hui, ce périodique a évolué vers d'autres professions liées au domaine de la santé. Il existe sous le nom de Concours Pluripro. Alors, si je vous parle de cette revue, c'est parce que sa lecture est parfois truculente. Non seulement on y apprend des choses intéressantes, comme par exemple comment soigner une fracture liée à un éclat d'obus, mais on découvre aussi des bisbilles internes. Cela se passe le plus souvent dans la rubrique des questions et des réponses, où les docteurs et professeurs échangent sur des problèmes particuliers avec leurs confrères. Le concours médical a donc traité le plus sérieusement du monde la question de l'autocombustion, à de multiples reprises, mais une synthèse a été faite dans son numéro de juillet-août 1987 avec les dernières avancées scientifiques en la matière. C'est le docteur Guillonnet qui s'y colle, et ça tombe bien car il avait publié une thèse sur la CHS, autrement dit la combustion humaine spontanée. Il définit la base d'une véritable CHS comme un être humain qui s'enflamme de lui-même sans contact avec un corps en ignition. Et là, c'est plutôt compliqué à démontrer. Déjà, il rappelle indirectement que c'est pas Dickens et Zola qui peuvent fanfaronner en s'appropriant les histoires de CHS, car celle-ci a été enseignée de la fin du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. Dans son enquête, il rapporte que la plupart des cas recensés sont liés à des personnes de mauvaise vie, et qu'il y a peut-être derrière cela une volonté de mettre non pas du vin, mais du divin là où il n'y a pas lieu d'être. Il écrit ainsi « La combustion humaine ne frappe pas par hasard, et il est aisé de mesurer la dimension moraliste et punitive d'un tel phénomène, réservé quasi exclusivement à la femme, oui la femme, alcoolique, littéralement dévorée par un feu intérieur, débordée par la violence de ses passions. » D'autre part, la médecine légale avait ses limites. En 1725, à Reims, on retrouve les restes calcinés de cette brave Madame Millet. Elle est morte dans sa cuisine, devant son fourneau. L'enquête précise que si elle avait pris feu devant son fourneau, elle se serait débattue et ne serait pas morte au même endroit.
Or, l'étude méthodique du plancher en partie consumé indique que la pauvre dame a cramé sur place, sans broncher. La police conclut au fait que c'est son mari. Ouais, son mari qui l'a tué, probablement par jalousie, car on raconte dans le voisinage que madame picolait beaucoup et faisait régulièrement la tournée des bars en compagnie d'hommes peu fréquentables. Le mari est donc accusé d'avoir tué sa femme et d'avoir camouflé son crime passionnel en vulgaire incendie. Et ouais, c'est qu'on la leur fait pas à l'envers, à la maréchaussée de l'époque. Depuis sa prison, le mari écrit une lettre à l'évêché. Et là, oh miracle, l'évêché saisit la justice et on demande de libérer l'homme car il est évident que madame est morte par combustion instantanée. Et ouais, sans doute déclenchée par une intervention divine parce que la dame n'était pas très fréquentable. On peut donc penser qu'il y a une instrumentalisation religieuse et à minima moralisatrice des cas constatés à l'époque. Concernant l'histoire de l'eau dans le corps, le docteur Guillonnet oppose la localisation de la graisse humaine. Si celle-ci s'enflamme localement, mettons le bide ou les fesses, la chaleur évaporera l'eau du corps très rapidement. Durant cette longue période d'un peu plus de 200 ans, 55 cas furent rapportés officiellement dans le monde. Une trentaine de ces cas furent étudiés avec une approche scientifique, c'est-à-dire sans préjugés préalables. Car, je vous le rappelle, tout le monde s'accorde à dire que le plus ivrogne des ivrognes n'aura jamais suffisamment d'alcool dans le sang pour déclencher un début d'incendie. Donc nos scientifiques ont analysé ces cas en se basant uniquement sur des faits. Ces études, pour la plupart américaines, ont également été publiées lors de l'été 1987 dans le Skeptical Inquirer. Alors, je ne sais pas pourquoi l'année 87 a inspiré les scientifiques sur le sujet de l'autocombustion, mais c'est ainsi. Elles reviennent également sur la théorie du docteur Guy qui évoque l'effet bougie. Selon lui, la graisse humaine est exothermique. En brûlant, elle dégage elle-même assez de chaleur pour entretenir sa propre combustion. Il réalisa une expérience. Il plaça une couche de graisse humaine sous une couche de peau, elle-même sous un tissu. Il mit le tout dans un tube à essai et chauffa le tout à 250 degrés Celsius, précisons-le. Le résultat est donc probant. Près d'une source de chaleur, notre corps va s'enflammer et si on ne fait rien, la combustion sera totale. Bref, un corps peut donc entièrement se consumer lui-même. Donc on pourrait légitimement penser que ces histoires de combustion humaine spontanée sont réelles. Toutefois, il y a un problème. Le docteur Guillonnet a dit « On peut parler de CHS, combustion humaine spontanée, quand il n'y a pas de contact avec une source d'ignition. » Le docteur Guy n'a fait que démontrer que le corps allait brûler comme une bougie si tu lui mets 250 degrés sous le nez. En effet, il faut une température de 250 degrés pour enflammer de la graisse humaine et il faut que la température ambiante reste supérieure à 24 degrés pour que la combustion se produise normalement. Le docteur Guillonnet pense que la CHS se produit sur un sujet déjà mort car on ne retrouve pas de traces de carboxyhémoglobine dans le sang. Il poursuit, il s'agit d'un phénomène post-mortem, accidentel, rare, lent et passif, se développant essentiellement aux dépens des tissus adipeux et nécessitant évidemment une source extérieure de feu pour l'amorcer. La prévalence des femmes parmi les victimes s'explique d'elle-même quand on connaît l'importance des dépôts adipeux chez la femme alcoolique. Des cas ont été rapportés récemment, ils n'ont rien de mystérieux ni de diabolique. Donc, on progresse, la femme alcoolique est la cible idéale de la CHS. La déduction est toute simple. La femme, complètement bourrée, s'affale dans son fauteuil et elle se grille une clope. Et paf, elle fait une crise cardiaque. La clope tombe sur sa robe de chambre, le textile prend feu, assèche les tissus de la peau qui se craquellent et la graisse prend le relais. On a donc ici un superbe effet bougie. Le concours médical reprend pour sa part le témoignage du chirurgien Dupuytren, daté de 1830. Voici comment les choses doivent se passer le plus souvent. Une femme rentre chez elle après avoir pris une dose plus ou moins forte de liqueur spiritueuse. Il fait froid et pour résister à la rigueur de la saison, un peu de feu est allumé.
On s'assied sur une chaise, une chaufferette placée sous les pieds. Au coma provoqué par les liqueurs spiritueuses vient se joindre l'asphyxie déterminée par le charbon. Le feu prend aux vêtements, les vêtements s'enflamment et se consument. La peau brûle, l'épiderme carbonisé se crevasse, la graisse fond et coule au dehors du corps. Une partie ruisselle sur le parquet, le reste sert à entretenir la combustion. Le jour arrive et tout est consumé. Seulement, il y a aussi des combustions en pleine nature et avec une météo un peu fraîche. Et où, à ma grande surprise, il s'agit d'hommes. En effet, en 1852, M. Anderson, transporteur de bois de son état, descend de sa charrette, trébuche et meurt brûlé sur place. Bon sang de bonsoir, nous sommes en pleine nature et voilà que ce brave homme brûle complètement. L'enquête révélera qu'il y avait une pipe sous le cadavre et que M. Anderson était connu pour son ivresse régulière sur la voie publique. En tout état de cause, c'est un cas surprenant qui dénote avec les nombreux cas de combustion humaine spontanée féminin. Mais n'est-ce pas là l'exception qui confirme la règle? Car le cas de Madame Mary Reeser en 1951 est des plus surprenants. Tout le corps a brûlé, sauf un bout de pied resté intact, comme s'il avait été coupé avant. Étonnant, non? Qui plus est, Mary Reeser ne picolait pas. Non, c'était une femme bien, c'était une femme sérieuse. Elle vit seule et son fils, médecin, vient la voir tous les soirs avant de rentrer chez lui. Ouais, c'est un brave gars, hein, c'est un bon garçon, comme on dit. Il s'occupe bien de sa mère. Vous imaginez donc la surprise du fiston lorsqu'il découvre le lendemain la presque CHS de sa mère. Ah oui, presque, puisqu'il lui reste un pied. Dès lors, tous les médias s'enflamment, sans jeu de mots, et les illuminés en tout genre partent dans de nouvelles et fumeuses théories, plus ou moins spirituelles, plus ou moins divines. Enfin bref, c'est la fête à neuneux. On affirme même, sans aucune preuve, que le mobilier est lui aussi resté intact. Il n'y aurait donc eu que le corps qui aurait brûlé, sauf un pied. Que s'est-il passé? La vérité est tout autre. Quand son fils est parti, elle était vêtue d'une chemise de nuit en tissu synthétique extrêmement inflammable. Et elle avait mis par-dessus une épaisse robe de chambre. Elle s'apprêtait à regarder son émission favorite à la télévision. Comme elle a des difficultés à dormir, son fils lui avait prescrit des somnifères. Et cette dernière lui aurait dit qu'elle allait prendre 2 pilules avant d'aller au lit. Installée dans son fauteuil, Mary Reeser s'allume une cigarette et regarde son émission. Précisons un dernier point, la dame est tout de même grassouillette. On va se le dire entre nous, Madame Reeser a un bon coup de fourchette et les kilos, malheureusement, s'accumulent là où il ne faut pas. Vous avez donc tous les ingrédients du crime parfait. Les somnifères, la source de chaleur, le tissu accélérateur et la réserve de graisse. Le scénario s'écrit sous vos yeux. Marie, sous l'effet des somnifères, a de plus en plus de mal à suivre son émission. Ses paupières sont lourdes. La cigarette lui tombe de la bouche et vient plonger dans les méandres de ses vêtements de nuit. La cigarette continue de se consumer pendant que le sommeil se fait de plus en plus profond. Puis une flamme apparaît. Le textile synthétique s'embrase, tout comme la robe de chambre. Madame Reeser meurt asphyxiée sans avoir repris connaissance, et le corps se consume ensuite lentement, sans se répandre au reste de l'habitation. Seul le fauteuil aura pris feu. Bon, comme il n'y a pas eu d'autopsie, on peut peut-être aussi penser qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Et le pied, allez-vous me dire? Madame Reeser avait pour habitude de mettre ses jambes sur un confortable repose-pied. Elle a donc dû s'endormir avec un pied au sol et un autre surélevé. Quand le corps a commencé à fondre, de la graisse s'est répandue au sol à proximité immédiate de la combustion. Quand sous le poids de la dame et fragilisé par les flammes, le fauteuil s'est écroulé, la jambe surélevée est tombée raide avec une zone en dehors de la flaque de graisse. C'est ainsi qu'un pied a étrangement échappé aux flammes. Il n'y avait donc aucun mysticisme autour de cela. Une fois encore, la légende de l'autocombustion prend l'eau. Il y a toujours une forte source de chaleur à l'origine de la combustion intégrale d'un corps. Le 22 janvier 2012, l'université d'Helsinki publie donc les résultats de son importante enquête qui met à jour les précédentes études que nous venons d'évoquer, celles de 1987. Les docteurs Virve Koljonen et Nicolas Kluger s'appuient également sur le travail du professeur français Gérald Catrom de l'université de Nice
Les derniers cas de CHS étant plus récents, ils permettent une meilleure analyse des faits. Les conclusions sont sans appel. La combustion humaine spontanée n'existe pas car il n'y a rien de spontané. Il y a toujours un déclencheur. Même si on ne retrouve pas la cigarette car elle a forcément été détruite, elle est souvent la source de l'incendie. Une rapide enquête auprès des proches permet de savoir si la personne fumait ou pas. Et si elle ne fumait pas, son état d'ébriété explique le fait que la personne ait voulu se réchauffer près d'un poêle, d'une cheminée ou tout simplement d'un fourneau, comme c'est probablement le cas pour cette brave Madame Millet morte dans sa cuisine. Enfin, l'alcool consommé n'a aucun effet sur la combustion. C'est la graisse qui brûle, pas l'alcool dans le sang. L'alcool est simplement l'élément handicapant. L'ivresse fait faire n'importe quoi à l'individu, comme par exemple se rapprocher trop près d'un foyer de cheminée, ou de s'endormir après avoir allumé une cigarette, ou carrément faire un feu de camp dans sa chambre. Bref, il y a toujours une source de chaleur. De ce fait, la morale de cette histoire, c'est qu'il y a quand même une petite part de réalité dans ce mythe d'autocombustion. Oui, l'autocombustion d'un corps humain est possible, mais jamais elle n'apparaît sans un puissant déclencheur extérieur que l'individu s'est infligé à lui-même par maladresse. Nous pouvons donc dormir tranquille. Si l'on ne répond pas aux critères susmentionnés, ça devrait passer. Toujours est-il qu'une autre question se pose. Un pétomane peut-il exploser ? C'est curieux, je n'ai vu aucune étude sérieuse sur le sujet. Il va falloir enquêter, mes petits lapins. En tout état de cause, j'espère que cette histoire vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très bientôt sur Gunhead Story.